Madame, auriez-vous de la monnaie pour manger? La voix rauque et hésitante fit s'arrêter Sarah sur les marches du tribunal. L'homme qui se tenait devant elle avait environ 45 ans, portait des vêtements propres mais usés, et arborait ce regard qu'elle ne connaissait que trop bien. Un mélange de désespoir et de honte pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de demander de l'aide. Sarah Martinez, infirmière diplômée d'État de 29 ans, venait de quitter son 3e entretien d'embauche refusé cette semaine. La réunion avait commencé de manière prometteuse. La directrice des ressources humaines avait vanté ses compétences, ses certifications en traumatologie, son excellent dossier scolaire. Puis vinrent la vérification des antécédents, les appels téléphoniques, puis un soudain frémissement d'enthousiasme. À la fin, elle entendit le même refus codé qu'elle avait mémorisé. « Nous vous contacterons si quelque chose change. » Dans son portefeuille, elle avait exactement 18 $, son dernier argent jusqu'à ce qu'elle trouve du travail. Son loyer était dû dans 3 jours, et elle avait déjà vendu tout ce qui avait de la valeur dans son petit appartement. Sa fille Emma, âgée de 7 ans, était à l'école, ignorant complètement qu'elle risquait de se retrouver sans abri d'ici le week-end. « Bien sûr, » répondit Sarah sans hésiter en sortant un billet de 10 $. « Prends quelque chose de chaud. Il commence à faire froid dehors. » L'homme fixa le billet avec une surprise sincère. La plupart des gens traversèrent la rue en le voyant arriver. Les tatouages sur ses mains, son visage buriné, sa démarche prudente témoignait d'une vie difficile dans des endroits que la société préférait oublier. « Madame, c'en est trop. J'avais juste besoin de quelques dollars pour un sandwich. Gardez tout. La vie est déjà assez dure pour tout le monde en ce moment. » Marcus Thompson, un ancien détenu libéré il y a seulement 4 mois après avoir purgé 8 ans de prison pour vol à main armée, sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Au cours de sa dernière année de liberté conditionnelle, il avait essuyé des dizaines de refus d'entretien d'embauche. Son casier judiciaire était une marque indélébile qui lui fermait les portes avant même qu'il ait eu le temps de parler. Les réunions avec l'agent de probation, les contrôles obligatoires, la suspicion constante. Tout cela lui rappelait quotidiennement que la société le considérait comme irrécupérable. Ce matin-là avait été particulièrement brutal. Il avait postulé pour un poste dans un entrepôt, travail manuel, salaire minimum, rien qui exigeait confiance ou responsabilité. Le directeur avait examiné sa candidature, vu la case « Condamnation » cochée et lui avait annoncé que le poste venait d'être pourvu, malgré le panneau « On recrute » encore accroché à la vitrine. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Marcus, sincèrement curieux. « La plupart des gens traversent la rue en me voyant arriver. » Sarah lui adressa un sourire fatigué, marqué par ses propres difficultés. Parce que tout le monde mérite une seconde chance. Et parfois, un petit geste de gentillesse suffit pour persévérer. Elle n'imaginait pas à quel point ces mots seraient prophétiques. Alors que Marcus se dirigeait vers la sandwicherie, Sarah consulta son téléphone. Un autre email de refus était arrivé pendant l'entretien, cette fois de Merci Général, l'hôpital où elle avait postulé 3 semaines auparavant. Le message était bref, professionnel et dévastateur. « Merci de votre intérêt pour le poste d'infirmière. Nous avons décidé de soumettre d'autres candidatures. » Elle s'appuya contre le mur du tribunal, luttant contre des larmes de frustration. 3 ans plus tôt, elle était une étoile montante du domaine des soins infirmiers. Ses supérieurs louaient ses compétences cliniques, son approche au chevet des patients et son dévouement aux soins. Puis le docteur Richardson est arrivé. Le harcèlement, l'intimidation, le choix entre le silence et la vérité. Elle avait choisi la vérité. 3 autres infirmières s'étaient jointes à son témoignage, partageant leurs propres expériences de commentaires déplacés, d'avances non désirées et de représailles professionnelles lorsqu'elles avaient tenté de le dénoncer. Pendant 6 mois, Sarah a cru que la justice triompherait. Le docteur Richardson a été suspendu dans l'attente d'une enquête. L'hôpital a promis une enquête approfondie. Puis la politique a pris le dessus. La famille de Richardson avait donné des millions pour la nouvelle aile de l'hôpital. Ses recherches lui ont valu des subventions fédérales. Ses relations étaient profondes au sein des structures de pouvoir de la communauté médicale. Les unes après les autres, les infirmières furent mutées, se virent proposer des retraites anticipées ou trouvèrent des raisons de quitter définitivement le secteur de la santé. Sarah résista plus longtemps que les autres, persuadée que son dossier impeccable et ses évaluations de performance exceptionnelles la protégeraient. Au lieu de cela, elle se retrouva affectée au pire quart de travail, recevant les patients les plus difficiles, soumise à une surveillance constante. Lorsqu'elle finit par démissionner, elle pensait que d'autres hôpitaux apprécieraient son expérience. Elle avait tort. La nouvelle s'était répandue dans la communauté médicale soudée. Sarah Martinez était une fauteuse de troubles, une infirmière incapable de travailler avec autorité, quelqu'un qui apportait des drames inutiles au travail. Peu importaient ses compétences, sa compassion,
son dévouement à la sécurité des patients. Le système l'avait marqué comme intouchable. À cet instant, en regardant Marcus acheter un simple repas avec l'argent qu'elle lui avait donné, Sarah ignorait que son petit geste d'humanité allait déclencher une série d'événements qui changeraient non seulement sa vie, mais aussi celle de dizaines d'autres personnes que la société avait considérées comme irrécupérables. Marcus, assis sur un banc de parc, savourant son premier repas chaud de la journée, sortit un vieux téléphone portable, un modèle basique approuvé par son agent de probation. Son premier appel fut adressé à Roberto, coordinateur du programme Seconde Chance, un réseau informel d'anciens détenus qui se réunissaient chaque semaine au centre communautaire pour partager des pistes d'emploi, un soutien émotionnel et cette sagesse pratique que seule une expérience partagée de la vie après la prison pouvait apporter. « J'ai besoin de vous parler d'une infirmière que je viens de rencontrer », dit Marcus, la voix emplie d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Un mélange d'espoir, de gratitude et d'une autre chose qu'il ne parvenait pas à nommer. « Je crois que nous avons trouvé quelqu'un de spécial. » Ce que cette femme bienveillante ignorait, c'est que son simple acte de générosité allait mobiliser un réseau de 50 anciens détenus déterminés à prouver que la gratitude et la loyauté sont des valeurs que même les barreaux ne peuvent briser. Si vous croyez au pouvoir transformateur de la gentillesse authentique, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir comment un geste de 10 $ a déclenché l'opération de gratitude la plus émouvante que vous ayez jamais vue. Le courriel de refus arriva à 6h47 le lendemain matin. Sarah fixait l'écran de son téléphone, lisant le même langage d'entreprise qu'elle avait vu des dizaines de fois. Après mûre réflexion, nous avons sélectionné un candidat dont l'expérience correspond mieux à nos besoins actuels. Hôpital Mémorial. Le 4e refus cette semaine, et le 15e en 2 mois. Sarah était assise à sa minuscule table de cuisine, entourée de revues médicales et de certificats qui semblaient désormais sans valeur. Son diplôme d'infirmière de l'Université d'État, sa certification en traumatologie, ses 3 années d'expérience en soins intensifs. Rien de tout cela n'avait d'importance lorsque les services RH voyaient son adresse, ses antécédents de bourse, ses références en clinique communautaire. L'avis du propriétaire était toujours collé sur sa porte. Dernier avis, payer ou démissionner. 72 heures pour réunir 1 200 $ sous peine d'expulsion. Après avoir donné ses 10 $ à Marcus, il lui en restait 8 et un garde-manger presque vide. Sa fille de 7 ans, Emma, allait bientôt demander des nouvelles du petit déjeuner, et Sarah n'avait plus de réponse à lui donner. Elle ouvrit son ordinateur portable et parcourut l'historique de ses emails. 37 candidatures envoyées. 15 réponses reçues. Que des refus. Le schéma était toujours le même. Enthousiasme après l'examen de ses références, puis silence après que la vérification des antécédents eut révélé son implication dans l'affaire Richardson. La nouvelle se répandit rapidement dans le milieu médical, très soudée, et apparemment, l'intégrité était un handicap. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Marcus était assis en cercle sur des chaises en plastique au centre communautaire, entouré de 12 autres hommes. La réunion « Seconde Chance » avait lieu tous les mercredis à 19 h, un groupe de soutien dont personne ne parlait en dehors de ces murs. « Parlez-leur de l'infirmière », insista Roberto, les mains burinées jointes sur ses genoux. À 58 ans, Roberto était sorti de prison depuis 8 ans et travaillait désormais comme concierge dans un cabinet d'avocats, le seul emploi qu'il engageait malgré son diplôme de comptabilité. Marcus s'éclaircit la gorge. « Hier, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un pour la première fois depuis ma sortie. Cette femme, une infirmière, n'a pas hésité une seconde. Elle m'a donné 10 $ sans réfléchir. J'ai appris plus tard qu'elle était au chômage depuis des mois, en difficulté comme nous. Comment s'appelle-t-elle » demanda Tommy, un ancien détenu de 34 ans, sorti de prison depuis 6 mois et qui travaillait dans le bâtiment quand il trouvait du travail à la journée. Sarah Martinez. Elle habite les appartements de Riverside. Carlos, le plus jeune, 26 ans, secoua la tête. Riverside ? C'est dur. Les propriétaires là-bas ne plaisantent pas avec les loyers en retard. Et ces appartements, ce n'est pas sûr pour une femme seule. Elle t'a aidé en sachant qu'elle était fauchée. La voix de Roberto était mêlée d'admiration et d'incrédulité. C'est rare, mon frère. Vraiment rare. Marcus hocha la tête. Elle a dit que tout le monde méritait une seconde chance. Ça m'a fait réfléchir. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un nous a fait preuve de gentillesse sans rien attendre en retour ? Le silence retomba dans la salle. Ces hommes connaissaient le rejet intimement. Des entretiens d'embauche qui prenaient fin dès que la vérification des antécédents révélait leur passé. Des demandes d'appartements refusées. Des relations détruites par la stigmatisation. La société les avait considérés comme irrécupérables, dangereux, sans valeur. Pourtant, voilà une femme confrontée à sa propre persécution systématique, et elle avait choisi la compassion plutôt que l'instinct de survie. Que savons-nous de sa situation ? Demanda Roberto d'une voix calme. J'ai fait quelques recherches.
admit Dave, un ancien comptable qui avait purgé 5 ans de prison pour détournement de fonds et qui travaillait maintenant dans une station de lavage auto. Ses contacts dans le monde des cols blancs lui fournissaient encore des informations quand il en avait besoin. Sarah Martinez, infirmière. Diplômée parmi les 10% premiers de sa promotion. Aucun casier judiciaire, d'excellentes références. Mais elle est sur la liste noire de tous les grands hôpitaux de la ville. Sur la liste noire? Pourquoi? Demanda Tommy. Dave sortit une tablette et leur montra un article de presse datant d'il y a 3 ans. Elle a témoigné contre le docteur Richardson à l'hôpital City General. Affaire de harcèlement sexuel. 3 autres infirmières l'ont soutenue, mais Richardson avait des relations au conseil d'administration de l'hôpital. Il a conservé son poste, et même été promu. Ils ont tous été discrètement mis à la porte. Des murmures de colère fusèrent dans la salle. Ces hommes comprenaient les représailles, comprenaient comment le système protégeait les puissants tout en écrasant ceux qui osaient dire la vérité. Elle est donc punie pour avoir fait ce qu'il fallait, dit Carlos, la mâchoire serrée. Tout comme nous sommes punis pour des erreurs que nous avons déjà payées. C'est pire que ça, poursuivit Dave en parcourant d'autres articles. Regardez-moi ça. Richardson vient d'être nommé à la tête du conseil régional de certification des infirmières. Il influence les décisions d'embauche dans les hôpitaux de 3 comtés. Fils de... Tommy se surprit en jetant un coup d'œil autour de lui. Désolé. Mais ça veut dire qu'elle ne peut même pas se déplacer pour trouver du travail. Il l'a piégée. Roberto se leva lentement, sa chaise craquant sous son poids. Il avait appris la patience au cours de ses 8 années de liberté, mais le feu dans ses yeux trahissait une vieille colère rallumée. Messieurs, je crois que nous avons trouvé quelqu'un qui mérite ce que nous n'avons jamais eu, une vraie seconde chance. James, un ancien enseignant jusque-là silencieux, s'éclaircit la gorge. Ma femme travaille dans la facturation médicale. Elle a entendu parler de Richardson. Apparemment, il a une liste des infirmières à problème. Des femmes qui ont porté plainte ou témoigné dans des affaires de harcèlement. Les services RH partagent ces informations de manière informelle. Une vraie liste noire, marmonna Dave. C'est illégal. Le prouver, c'est une autre affaire, répondit James. Mais Sarah n'est pas la seule. Il y a au moins 6 autres infirmières dans des situations similaires. Marcus sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Le même sentiment qu'il avait éprouvé lorsque Sarah le regardait avec gentillesse plutôt qu'avec peur. Elle a tout risqué pour protéger d'autres femmes, et maintenant elle ne peut même plus se protéger elle-même. Ce que Sarah ignorait, c'est que, pendant qu'elle dormait dans son appartement froid, inquiète de l'avis d'expulsion du lendemain, 12 hommes prenaient une décision qui prouverait que parfois, ceux que la société craint le plus sont ceux qui comprennent la justice mieux que quiconque. Le lendemain matin, Roberto passa un appel téléphonique qui allait tout changer. « Écoute, je veux que tu me rejoignes à l'entrepôt. On a quelque chose d'important à discuter. » À 10 heures du matin, 23 hommes s'étaient rassemblés dans un entrepôt abandonné qui leur servait de quartier général officieux. Il ne s'agissait pas des criminels stéréotypés que la société imaginait. Il y avait James, un ancien enseignant qui avait purgé une peine pour conduite sous influence ayant entraîné la mort. Antonio, un ancien membre de gang qui encadrait désormais des jeunes en difficulté. Et Mike, un criminel en col blanc qui comprenait le système judiciaire mieux que la plupart des avocats. « Voilà ce que nous savons », dit Dave en projetant les informations de Sarah sur un écran improvisé. Sarah Martinez. 29 ans. Mère célibataire d'une fille de 7 ans, Emma. Son avis d'expulsion expire demain à midi. Aucune perspective d'emploi pour avoir résisté à un prédateur. Le silence se fit dans la salle tandis qu'ils assimilaient les parallèles avec leurs propres histoires. Des gens bien détruits par un système qui protégeait les mauvaises personnes. « Quel est le plan » demanda Antonio en retroussant ses manches. Roberto se leva. « On fait pareil pour tout membre de la famille en difficulté. On règle le problème. Mais cette fois, on le fait bien. Pas de raccourcis, pas de faveur qui pourrait lui nuire. Tout est légal, tout est impeccable. » Pendant que les hommes élaboraient leur stratégie, Sarah était assise au bureau de l'emploi, les yeux fixés sur un écran d'ordinateur n'affichant aucune offre d'emploi correspondant à ses qualifications. La conseillère, une femme d'âge moyen aux yeux fatigués, leva à peine les yeux de ses papiers. « Avez-vous envisagé de revoir vos prétentions salariales à la baisse? Peut-être de vous tourner vers des postes qui ne nécessitent pas votre expérience spécialisée? » Traduction. Tu es surqualifié et nous savons tous les deux pourquoi tu n'arrives pas à être embauché. Sarah hocha poliment la tête, rassembla ses papiers et sortit dans le froid de l'après-midi. Il lui restait 6 heures avant le retour de sa fille de l'école, 6 heures pour trouver un miracle. De retour à l'entrepôt, les hommes s'étaient divisés en équipes. Mike consultait ses contacts dans le milieu juridique,
à la recherche d'avocats spécialisés en droit du travail spécialisés dans les affaires de représailles. James se renseignait sur les administrateurs d'hôpitaux, à la recherche de personnes intègres susceptibles de donner une vraie chance à Sarah. Mais c'est Tommy qui a fait la différence. « Les gars, vous n'allez pas le croire », dit-il en faisant irruption dans l'entrepôt, un ordinateur portable sous le bras. « J'ai trouvé quelque chose. » Il se connecta à leur projecteur et fit apparaître un article de presse d'il y a 2 semaines. L'hôpital communautaire St. Maries reçoit une subvention de 2,3 millions de dollars pour l'agrandissement du centre de traumatologie, recherche du personnel infirmier qualifié. St. Maries est différent, expliqua Tommy. Ma cousine travaille là-bas. Ils embauchent des personnes ayant un casier judiciaire et accordent une seconde chance. La chef du service des soins infirmiers, le docteur Patricia Williams, lutte contre la discrimination dans le secteur de la santé depuis 30 ans. Roberto sourit lentement. On a atteint notre cible. Maintenant, il faut qu'on s'approche. Marcus s'éclaircit la gorge. Et si on lui disait la vérité? Pas pour aider Sarah en particulier, mais pour ce qu'on essaie de faire. Lui montrer que les gens comme nous savent reconnaître une personne de bonne foi. C'est risqué, avertit Dave. Elle pourrait penser qu'on essaie de la manipuler. Ou, dit Roberto, elle pourrait respecter l'honnêteté. Parfois, seule l'approche directe fonctionne. Le soir tombant, Sarah était assise à sa table de cuisine avec une calculatrice et une pile de factures. Peu importe comment elle arrangeait les chiffres, il ne suffisait pas à survivre. L'avis d'expulsion la fixait depuis la porte du réfrigérateur. Dans 8 heures, elle devrait annoncer à Emma qu'ils perdaient leur logement. Elle sortit son téléphone et parcourut une dernière fois les offres d'emploi, l'espoir s'évanouissant à chaque refus. Puis elle vit une nouvelle annonce publiée 1 heure plus tôt, Hôpital communautaire St. Marie, poste d'infirmière disponible, service de traumatologie, postulez immédiatement. Ses mains tremblaient lorsqu'elle cliqua sur le lien de candidature. Était-ce la pause qu'elle attendait? Ce que Sarah ignorait, c'est que 40 minutes plus tôt, le docteur Patricia Williams avait reçu un appel d'un groupe d'hommes qu'elle n'avait jamais rencontré, lui parlant d'une infirmière dont la personnalité avait été mise à l'épreuve d'une manière que la plupart des gens ne comprendraient pas, et qui avait réussi haut la main à chaque fois. L'entretien était prévu pour 14 heures précises. Sarah arriva à l'hôpital communautaire St. Marie avec un quart d'heure d'avance, les mains encore tremblantes de nervosité. Le bâtiment semblait différent des hôpitaux d'entreprise stériles qu'il avait rejetés, plus chaleureux, plus accueillant, avec des œuvres d'art communautaires au mur. Le docteur Patricia Williams, chef des soins infirmiers, était une femme noire d'une 50aine d'années, au regard bienveillant et aux cheveux argentés tirés en arrière en un chignon soigné. Elle fit signe à Sarah de s'asseoir en face d'elle dans la petite salle de conférence. « Madame Martinez, j'ai examiné votre candidature et vos qualifications. Un dossier impressionnant, notamment vos certifications en traumatologie. » Le docteur Williams marqua une pause, scrutant le visage de Sarah. « Je suis curieuse, cependant, pourquoi n'avez-vous pas travaillé ces 8 derniers mois ?» Le cœur de Sarah se serra. La voilà. La question qui mettait fin à tous les autres entretiens. J'ai témoigné dans une affaire de harcèlement sexuel contre le docteur Richardson à l'hôpital City General. 3 autres infirmières et moi-même avons témoigné. Après cela, j'ai eu du mal à trouver un emploi. Le docteur Williams hocha lentement la tête. L'affaire Richardson. Je me souviens d'en avoir entendu parler. Vous avez témoigné tout en sachant que cela pourrait vous coûter votre carrière. Oui, madame. Je ne pouvais pas me taire en sachant que d'autres femmes étaient victimes. Et vous avez des difficultés financières depuis. Sarah hésita. C'était généralement là que les entretiens se terminaient. Oui, madame. J'ai rencontré des difficultés. Le docteur Williams se pencha en avant. Madame Martinez, j'ai reçu un appel intéressant hier. De quelqu'un qui voulait me parler d'une infirmière qui avait dépensé ses 10 derniers dollars pour aider un inconnu alors qu'elle risquait d'être expulsée. Sarah retint son souffle. Je ne comprends pas. Marcus Thompson. Ce nom vous dit quelque chose? Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Marcus? Comment connaissez-vous Marcus? Le docteur Williams sourit. Parce que Marcus et ses amis m'ont appelé. Ils m'ont parlé d'une femme qui a fait preuve de gentillesse envers quelqu'un que la société avait abandonné. Ils m'ont parlé de votre caractère, de votre intégrité, de votre courage à faire ce qui est juste, même au prix de tout. Les larmes montèrent aux yeux de Sarah. Ils vous ont appelé. Ils n'ont pas simplement appelé. Ils ont fait leur devoir. Ils ont découvert l'affaire Richardson, les raisons de votre inscription sur liste noire, votre fille, votre avis d'expulsion.
Ils m'ont demandé de vous donner une chance que d'autres hôpitaux ne voulaient pas. La porte s'ouvrit et Marcus entra, suivi de Roberto, Dave et Tommy. Sarah halta, se couvrant la bouche des mains. « Sarah, » dit Marcus doucement, « je vous avais dit que tout le monde méritait une seconde chance. Il s'avère que nous devions tous vous donner la vôtre. » Le docteur Williams se leva. « Madame Martinez, ces hommes ont passé 2 jours à faire des recherches sur votre parcours, non pas pour vous juger, mais pour comprendre pourquoi une personne avec vos qualifications et votre caractère ne trouvait pas d'emploi. Ils m'ont présenté des preuves de représailles systématiques contre les lanceurs d'alerte dans notre système de santé. » Roberto s'avança. « Docteur, on sait ce que c'est que d'être jugé pour son passé, de se voir claquer la porte au nez. Mais Sarah, elle a choisi d'aider quelqu'un comme moi alors qu'elle avait toutes les raisons de partir. C'est le genre de personne qu'on veut voir travailler dans notre communauté. » Le docteur Williams se tourna vers Sarah. « Le poste est à vous si vous le souhaitez. 68 000 $ de salaire de départ, tous les avantages sociaux, et on vous aidera pour les frais de déménagement si nécessaire. Vous commencez lundi. » Sarah fondit en larmes. « Je n'arrive pas à croire que c'est réel. »« C'est réel parce que vous l'avez rendu réel, » dit le docteur Williams. « Votre gentillesse a eu un effet d'entraînement qui nous a tous réunis. » Marcus s'agenouilla près de la chaise de Sarah. « Vous m'avez sauvé la mise ce jour-là, pas seulement avec 10 $, mais en me considérant comme un être humain. Maintenant, on peut vous rendre l'appareil. » Ce que Sarah a découvert à ce moment-là, c'est que la justice ne vient pas toujours des tribunaux ou des institutions. Elle vient parfois de ceux qui comprennent les difficultés, reconnaissent le caractère et refusent de laisser les bonnes personnes tomber entre les mailles d'un système injuste. 6 mois plus tard, Sarah se tenait dans le service de traumatologie de l'hôpital communautaire St. Marie-S, les mains fermes, prodiguant des soins à une victime d'accident de voiture. Ces mêmes mains qui tremblaient autrefois devant les factures impayées s'activaient, désormais avec confiance et détermination. Sa fille Emma était assise à la garderie de l'hôpital, 2 étages plus haut, ne se demandant plus si elles auraient un foyer demain. La transformation ne s'était pas faite du jour au lendemain. Les premières semaines de Sarah à St. Marie-S furent intenses. Réapprendre les protocoles, établir la confiance avec ses collègues, se montrer digne de la seconde chance qui lui avait été offerte. Mais le docteur Williams avait raison sur un point. Les difficultés de Sarah l'avaient rendue plus forte, plus empathique, plus performante dans son travail. Code bleu, service de traumatologie 3, grésilla l'interphone. Sarah se précipita pour aider, travaillant aux côtés d'une équipe qui était devenue sa seconde famille. Alors qu'elle contribuait à sauver une autre vie, elle songea à la différence qu'aurait pu avoir la situation si elle avait croisé Marcus ce jour-là devant le palais de justice. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Marcus ouvrit les portes de Second Chance Construction, l'entreprise qu'il avait créée avec Roberto et 5 autres membres du groupe. L'entreprise était spécialisée dans les projets de rénovation pour les familles à faible revenu, financés en partie par des subventions que le docteur Williams les avait aidés à obtenir. « Êtes-vous prêt ?» demanda Roberto en examinant le programme de la journée. Il rénovait 3 maisons dans l'ancien quartier de Sarah, dont l'appartement de Madame Patterson, la femme âgée dont Sarah avait parlé lors de son premier jour à l'hôpital. L'entreprise avait connu une croissance dépassant toutes les espérances. Des entrepreneurs locaux, impressionnés par la qualité et l'intégrité de leur travail, commencèrent à proposer des partenariats. La ville commença à orienter les libérés conditionnels vers son programme de formation professionnelle. Ce qui avait commencé par 12 hommes se soutenant mutuellement s'était transformé en un réseau de plus de 50 ex-détenus aidant leur communauté à se reconstruire, au sens propre comme au sens figuré. Tommy entra dans le bureau avec un café et le journal du matin. « Vous voyez ça ?» dit-il en étalant le journal sur le bureau de Roberto. Le titre était « Le programme de sensibilisation communautaire de l'hôpital local réduit la récidive de 40%. » L'article détaillait comment le partenariat de St. Marie avec Second Chance Construction avait créé des emplois pour d'anciens détenus tout en luttant contre les disparités en matière de soins de santé dans les quartiers défavorisés. Sarah était abondamment citée, expliquant comment son expérience avec Marcus avait inspiré la nouvelle approche de l'hôpital en matière de guérison communautaire. « Elle continue de changer des vies », dit Marcus doucement, lisant par-dessus l'épaule de Roberto. L'après-midi même, Sarah reçut un SMS de Marcus. Cérémonie d'inauguration du centre communautaire la semaine prochaine. J'espère que vous pourrez y assister. Le centre communautaire Riverside, construit par Second Chance Construction, est financé grâce à une collaboration entre l'hôpital St. Marie et plusieurs organisations locales, se trouvait là où un terrain abandonné avait autrefois attiré des trafiquants de drogue et brisé des rêves. La cérémonie a attiré des centaines de personnes. Sarah regarda Marcus couper le ruban, entouré des hommes qui avaient contribué à bâtir non seulement le centre, mais aussi un nouveau modèle de réinsertion.
Des représentants municipaux, des administrateurs d'hôpital et d'anciens sceptiques se tenaient côte à côte, applaudissant ce qui semblait autrefois impossible. Le docteur Richardson, le médecin dont le harcèlement avait coûté à Sarah sa carrière précédente, s'approcha d'elle pendant la réception. « Sarah, je vous dois des excuses, » dit-il doucement. « Ce que vous avez fait a demandé un courage que je n'avais pas. Et ce que vous avez construit ici, c'est remarquable. » Sarah le regarda, puis les enfants jouant dans la nouvelle aire de jeu du centre, les anciens détenus enseignant des compétences professionnelles à des adolescents, la clinique médicale fournissant des soins gratuits aux familles qui n'en avaient pas les moyens ailleurs. « Nous avons tous la possibilité de choisir qui nous voulons être, » lui dit-elle. « La question est de savoir si nous les saisirons. » Alors que le soleil se couchait sur le centre communautaire, Sarah trouva Marcus, seul, près de l'entrée du bâtiment, les yeux fixés sur la plaque sur laquelle était écrit « Dévoué à la conviction que la gentillesse engendre la gentillesse et que les secondes chances changent tout. » « Tu sais ce qui est incroyable ?» demanda Marcus, tandis que Sarah le rejoignait. « Ces 10 $ que tu m'as donnés n'ont pas seulement changé ma vie. Ils ont changé 50 vies. Peut-être une centaine. Et ça continue de grandir. » Sarah sourit en regardant Emma jouer avec d'autres enfants dont les parents travaillaient chez Second Chance Construction. « Avant, je pensais qu'aider une seule personne était peu de choses, » dit-elle. « Maintenant, je sais que c'est tout. La meilleure revanche contre un système qui tente de briser les bonnes personnes n'est ni la colère ni l'amertume. C'est construire quelque chose de meilleur que ce qu'ils n'auraient jamais imaginé. » Sarah a appris que 10 $ et un cœur ouvert pouvaient transformer non seulement une vie, mais toute une communauté. Si cette histoire vous a inspiré à croire au pouvoir des secondes chances et de la gentillesse authentique, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que des gens ordinaires peuvent créer des changements extraordinaires.